donc dernier temps de cette session. Donc Nathalie Bondil et Éric de Vichère, donc ils vont former un duo qui vont peut-être nous conduire sur le terrain de l'art total, sur celui de la musique notamment. C'est vrai que nos musées sont souvent des lieux où le visuel l'emporte, mais c'est vrai que les sons peuvent aussi avoir beaucoup d'importance. Oui, merci. En fait, on va donc effectivement vous présenter une histoire un peu en duo, parce que nous avons eu la chance de collaborer ensemble avec Nathalie à maintes reprises, plutôt dans le cadre de mes fonctions précédentes, donc en tant que directeur du musée de la musique, autre musée de Porte, encore une autre porte de Paris, et où nous sommes chacun dans nos institutions avec des regards différents, évidemment. Moi-même, j'ai un passé venant de la musique, dirigeant un musée qu'on peut appeler un musée de niche, parce que la musique, c'est un domaine, évidemment, dans le champ des musées, on peut dire que c'est un musée de niche. À la fois, la musique est quelque chose qui est extrêmement partagé dans la population, dans le public, et que donc tout le monde a une histoire avec la musique. Donc c'est évidemment un champ intéressant à explorer dans le cadre d'expositions, voire de collections. Il se pose évidemment la question de savoir si la musique est un objet de musée en tant que tel, mais la musique, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, peut prendre des formes extrêmement diverses, peut se matérialiser, en tout cas dans le cadre muséal, à travers des choses extrêmement diversifiées, allant d'instruments de musique. Vous avez là quelques exemples provenant des collections du Victoria and Albert Museum, un piano de la fin du 19e siècle qui est intéressant à la fois pour son côté organologique, donc technique, mais aussi décoratif, un costume de scène, en l'occurrence Picasso pour Parade. Vous avez une photo de Mick Jagger. Alors est-ce que c'est Mick Jagger qui est important ou David Bailey, le photographe? D'autres formes d'iconographie, évidemment, on en connaît de nombreux exemples, et ça touche à des domaines comme le design, le graphisme, etc. Donc la musique, évidemment, est également présente dans les musées sous des formes plus immatérielles. Des collections d'enregistrements sonores font partie de certains musées, et on constate aussi que l'évolution de l'art a fait en sorte que le son et la musique a de plus en plus été intégrés dans le champ artistique. On l'a vu tout au long du XXe siècle, depuis je dirais, les avant-gardes du XXe, et l'art contemporain, évidemment, montre de nombreux témoignages, effectivement, de ce qu'on pourrait appeler d'œuvres d'art total, parce qu'elle combine justement toutes ces dimensions, y compris la dimension sonore. Et ce qui est intéressant, et on va y venir, je crois aussi, c'est la manière dont la musique peut constituer un récit en tant que tel, un récit d'exposition, une manière de visiter des expositions. Alors là aussi, ça peut se relier à des objets ou non. Peut-être tu veux expliciter. Donc on connaît l'audioguide, on en a parlé. Il y a l'idée du parcours sonore qui accompagne des expositions, qui crée un autre temps, c'est sûr, qui crée un autre mode de visite. Et je dirais qu'au-delà de ça, et ça fait partie de la recherche que je mène actuellement, je pense que la musique, dans la manière dont elle est écoutée aujourd'hui, on peut dire consommée, parce que c'est aussi un produit de consommation, c'est un produit qui fait appel à la technologie, et il suffit de voir les gens, une grande partie du public qui se balade dans la rue avec un casque sur la tête, qui constitue ses playlists, donc qui fait ses choix finalement, donc qui fait des choix presque curatoriaux, en sélectionnant les musiques qu'il souhaite écouter, en partageant aussi les musiques avec d'autres via des réseaux sociaux, etc. Finalement, il y a une sorte presque de modèle presque un modèle culturel, je dirais, qui est relativement nouveau, effectivement. On est passé de l'écoute par la radio au disque, l'objet disque, etc. Et maintenant, on est sur les Spotify ou autres sites qui permettent justement de faire son choix dans
ce qu'on pourrait appeler un énorme musée virtuel de musique et de son, et dans lequel il faut en quelque sorte créer son parcours. Et je pense que tout ça, c'est des idées qui peuvent intéresser le musée aussi dans la manière d'organiser la visite, parce que je pense que cette démarche finalement à la fois participative mais guidée aussi, et on voit comment justement des sites comme Spotify ou d'autres constituent eux-mêmes des recommandations, des playlists sur base de ce que vous avez écouté précédemment, etc. Alors tout ça, on peut dire c'est de la manipulation, c'est extrêmement guidé, etc. Mais je pense que il y a aussi un potentiel dans la constitution de peut-être de nouvelles formes de récits et de pluralité de récits. Et effectivement, donc pour rebondir sur cette question des collections musicales, puisque David Liot a voulu rassembler dans un duo donc un musicologue et une muséologue quelque part. Donc c'est un petit peu la rencontre de cette multiplicité donc des récits donc sur des contenus assez différents et comment nous avons chanté en diapason. C'est un exemple donc de collection. Alors moi, je suis donc historienne de l'art. Je m'occupe je vois les œuvres comme dans la perspective du point de vue de l'histoire de l'art. Et donc nous avions donc un objet, un piano donc qui date de 1908-1909, qui est une très très belle ébénisterie entre l'époque Art Nouveau et le début, on va dire, les prémices de l'Art déco. Par Follow. C'était un objet donc, qui était vu dans le cadre de la collection de design. Mais effectivement, donc, en discutant et en travaillant avec des spécialistes qui sont des musicologues, on se rend compte aussi que ce sont des objets qui peuvent évidemment être vus comme donc, des objets de design, mais également ce sont des objets qui sont aussi audibles, qui doivent être entendus quand c'est possible. Et donc ça a été donc le cas puisque nous avons pu faire la restauration du système Pleyel de cet objet-là pour pouvoir donc maintenant autour de concerts très peu fréquents en fait quand même, mais néanmoins avec des musiciens professionnels qui sont enchantés de travailler sur un si bel instrument, de pouvoir donc amener donc cette dimension musicale à l'intérieur même donc d'un dispositif muséal Beaux-Arts. Alors ça donc c'est une multiplicité, vous voyez, de récits, d'interprétations de l'œuvre que l'on peut voir d'un point de vue d'un musicologue ou bien du point de vue d'une muséologue. Et ici, donc, pour continuer, en fait, c'est une exposition que nous avons faite au Musée des Beaux-Arts de Montréal sur donc, la musique à Venise à l'époque de la Renaissance, à l'époque baroque. Donc, c'était un moment extrêmement important hein, donc, pour l'opéra notamment, etc. Et c'est un projet donc, que Éric portait donc, depuis très longtemps parce que donc, le Musée de la musique avait une collection d'exceptions que tu vas expliquer et qui nous a permis justement de pouvoir créer ce lien dans un dispositif pluridisciplinaire donc avec des arts visuels et des instruments de musique. Ouais, je pense que c'était l'occasion de réunir effectivement cet apport double. On avait d'abord pensé le faire à Paris, finalement ça n'avait pas été possible et je pense que le projet avait mûri entre-temps et a gagné à cette collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal, d'abord parce qu'il y avait un apport effectivement d'historiens de l'art et un accès à des collections que peut-être nous n'aurions pas pu présenter à Paris. Et encore une fois, l'instrument de musique était assez central dans l'exposition, dans sa double fonction, dans son double caractère, à la fois d'objet esthétique et d'objet sonore, ce qui est toujours cette ambiguïté ou de ce type d'objet et la difficulté aussi à l'exposer dans le cadre muséal. Et dans un cas comme celui-ci, non seulement il y a les objets, donc concrètement parlant, mais il y a aussi un contenu musical hein, qui nous a fallu approprier, donc que ce soit par un audio guide qui va pouvoir faire entendre donc spécifiquement les objets, suivant un choix, donc il y a un parcours fait par un spécialiste, et en même temps il y avait une spatialisation de la musique, donc qui se surajoutait, donc qui augmentait donc l'effet. Donc c'était un récit donc qui se voyait comme il s'écoutait de différentes façons.
Pour revenir aux pratiques musicales, et la raison pour laquelle à Montréal nous sommes tellement intéressés donc à ces questions d'exposition pluridisciplinaire et à l'apport de la musique, c'est tout simplement parce que nous avons une salle de concert professionnelle de 400 places que nous avons aménagée à l'intérieur d'une ancienne église, et c'est ce qui nous a permis de pouvoir accueillir en résidence des experts extérieurs, donc qui nous permettent non seulement de programmer donc cette salle, mais également d'avoir tout un parcours de conférences, mais aussi de tableaux en musique. Je sais qu'à Lyon, on en fait très bien, et c'est une formule assez courante. Et il y avait surtout un aspect que j'ai pu apprendre grâce à ces pratiques, et notamment grâce à l'audioguide, c'est que quand on se promène dans un musée, et notamment quand on veut rentrer dans un tableau ou dans vraiment apprécier une œuvre d'art, on a tendance à zapper, à aller très vite d'un objet à l'autre, parce que c'est ce temps-là, c'est ce rythme-là dans lequel nous sommes. Et même si le musée impose un certain ralentissement de la cadence, il y a néanmoins ce rythme qui prédétermine la visite. Mais par contre, quand vous quand vous êtes dans une atmosphère musicale, et quand en plus vous êtes avec des audioguides, vous êtes pris dans le temps de la musique. C'est-à-dire que vous arrêtez à la fois l'espace où vous êtes physiquement, un musée, un lieu devant un tableau, mais en même temps vous êtes dans un espace-temps parce que vous écoutez une séquence. Et cela est extrêmement utile pour un muséologue, pour un curateur, qui veut justement que l'on apprécie les œuvres et qu'on rentre dans cette expérience synesthésique. Le mot esthétique, d'ailleurs, vient du mot sens. Et ce qui est très important dans ce rapport à l'œuvre arrêté par le temps musical, c'est qu'en plus, il n'y a pas de division avec un écran, il y a plutôt concentration des sens, la vue comme le sens, qui permettent d'augmenter, si je puis dire, d'avoir notre délectation, notre rapprochement, notre appréciation de l'œuvre d'art. Et pour moi, ça a été une très très grande une expérience très bénéfique qui continue. Donc, deux exemples rapidement, effectivement. Tu as parlé du récit musical qui peut effectivement rythmer cette visite et apporter d'autres regards. C'est des choses que nous allons lancer au Viennet bientôt aussi, des parcours musicaux dans les collections. Là, deux petits exemples de choses qui se sont passées au mois de juin. Nous avons inauguré une nouvelle salle d'exposition. Nous l'avons inaugurée vide parce que la première exposition a ouvert 3 mois plus tard. Elle vient d'ouvrir d'ailleurs. Et donc il y avait finalement un processus d'appropriation de cette nouvelle salle que nous voulions mettre en œuvre pour le public, un processus de découverte aussi de cet espace de 1200 mètres carrés. Et c'est par le son que nous avons fait prendre conscience au public de cet espace. Donc nous avions commandé une œuvre à un musicien, compositeur, Liam Byrne, pour une œuvre spatialisée, presque quasiment dans le noir en fait, donc où c'était vraiment le son qui donnait cette mesure de l'espace. Et l'exemple de gauche est un exemple plus classique. On a parlé de Period Rooms à propos de Carnavalet. Effectivement, vous avez là un salon 18e provenant d'un équivalent d'un hôtel de maître anglais, de Norfolk House, et c'était la music room de cette Norfolk House. Et donc nous avons eu l'occasion de reprendre en fait une tradition de concert qui avait eu lieu dans les années 50, soit jusque dans les années 70 au Viennet. Une pratique régulière de concert, et d'ailleurs vraiment c'était un lieu repéré pour la musique à cette époque-là, à une époque où il n'y avait d'ailleurs pas beaucoup de salles, notamment pour la musique ancienne, pour la musique baroque, etc. Il n'y avait pas les salles qu'il y a maintenant à Londres, et donc le Viennet a joué un rôle dans la redécouverte de ces musiques, en lien d'ailleurs avec certaines de ses collections. Alors là, on va vous présenter quelques exemples faits séparément ou en commun d'ailleurs d'expositions consacrées à la musique ou en lien avec la musique, avec cette possibilité d'offrir différents regards sur les relations, disons, entre art visuel et musique. Alors un premier exemple, c'était l'exposition Paul Klee donc au Musée de la musique, où en fait l'image d'en haut est pas très bonne, mais elle
ce qui était important dans ce cadre-là, c'était de bien définir la relation qu'il y avait entre l'œuvre visuelle et la peinture et la musique. C'est-à-dire que vous n'avez pas une œuvre de Klee que vous pouvez associer de manière évidente à une seule œuvre musicale. Et si on l'avait fait, je pense qu'on serait tombé dans un processus illustratif. Genre la fugue en rouge, et puis je vais vous mettre une fugue de Bach. Et pourquoi celle-là et pas une autre, etc. Donc on aurait été dans une sorte d'arbitraire. Donc le processus a été, vous ne le voyez pas très bien, mais au centre des salles, il y avait un ensemble plutôt de documents, d'archives, qui relataient ce lien très, très fort de Klee à la musique. Et donc c'est par rapport à ces documents qu'on pouvait alors avoir des références très précises à des œuvres musicales. Et par ailleurs, la photo d'en bas relève plutôt du projet pédagogique autour de cette exposition, car il s'agissait d'une salle pédagogique qui s'appelait l'atelier Clé en main. En fait, alors pour le coup, donc nos expériences liées à la musique ont incité à revoir différemment des expositions qui n'en contenaient pas. C'est un projet donc sur Lionel Feininger, qui est un peintre américain, mais qui a été aussi donc un professeur au Bauhaus et qui lui-même était un compositeur. D'ailleurs, il était assez proche de Klee. Et de Kandinsky. Et en fait, il avait une véritable passion pour Bach. Et il travaillait donc avec des compositions sérielles en ayant en tête le rythme des fugues. Et c'est ce que je voulais mettre dans ce salon musical, finalement, en allant chercher le violon qui appartenait toujours à sa famille et en ayant une disposition qui en fait était circulaire et beaucoup plus belle et enveloppante d'un salon qui permettait d'entendre et de voir donc les tableaux rythmés donc sur les différentes simèses qui s'emboîtaient les unes dans les autres comme autant de cercles concentriques, donc un rythme de fugue comme des vagues à l'infini. Et voici donc un autre projet qui, pour moi, donc, a été le plus radical dans le cadre d'un musée des Beaux-Arts, parce qu'en fait, donc, Miles Davis, que vous voyez là, avec quelques objets que nous avions d'ailleurs rajoutés à Montréal, parce que on avait peur que notre public soit un peu découragé, dans la mesure où cette exposition très audacieuse donc, montrait les pièces de Miles Davis comme donc, des chefs-d'œuvre, et donc l'exposition se structurée autour du vide, autour de chambres d'écoute liées aux pièces maîtresses de Miles Davis. Mais je vais laisser Eric le compléter parce que ce projet vient de la Cité de la musique. Oui, c'est un projet dans lequel effectivement nous souhaitions que la musique soit au cœur du dispositif, ce qui n'est pas facile dans le cadre d'un projet d'exposition. Donc il y avait effectivement une série de chambres d'écoute qu'on avait appelées des sourdines d'ailleurs, en référence à la trompette évidemment, qui pouvait accueillir environ 10-15 personnes, qui contenait généralement quelques objets également, et qui rythmait ainsi ce parcours. Et bien entendu, il y avait d'autres éléments historiques. Une recherche aussi sur le dispositif d'écoute qui permettait d'avoir effectivement une écoute à différents niveaux, une écoute par haut-parleur dans ces fameuses chambres d'écoute, mais aussi une écoute au casque pour des choses plus précises. Alors je crois que la suivante, c'est également l'idée de partir plutôt d'un musicien. Donc on a parlé de Miles Davis, on a fait évidemment des expos sur beaucoup d'autres musiciens. Un autre exemple, c'est l'exposition consacrée à Pierre Boulez en 2015, où là aussi l'idée c'était de montrer comment la musique pouvait interpréter en quelque sorte ou faire comprendre des œuvres visuelles ou comment pouvait se nouer ce dialogue. Alors évidemment c'est toujours difficile d'en rendre compte par une seule diapositive. Vous êtes en fait là dans une sorte de chambre d'écoute dans laquelle était diffusée une œuvre de Boulez, avec également un mobile de Calder, qui était une référence absolue pour Boulez, qui était exposé dans cette pièce. Donc on avait vraiment créé une sorte d'antichambre, enfin de lieu clos, forçant en quelque sorte un dialogue autour de ces deux artistes, entre ces deux artistes. Et là, donc, on voulait simplement
terminer par cette dimension d'œuvre d'art totale, en fait, d'expérience synesthésique enveloppante, immersive, avec le projet Chagall, donc, qui a été au Musée de la musique à Paris et à Roubaix, et que nous avons aussi reçu et combiné à Montréal et adapté. Et ce qui donc permettait à la fois de montrer donc un artiste dans sa à 360 degrés pour dire pour montrer à la fois donc ses costumes, également donc toute son activité en tant que peintre, mais également donc combiner donc l'expérience sonore avec donc l'appréciation des œuvres. Tout cela en musique. Ce qui est très important quand on est habitué donc aux récits liés aux œuvres d'art, c'est qu'on a on maîtrise donc ce contenu parce qu'il est fixe, si je puis dire, dans le temps. Quand on travaille avec du son, on doit donc il y a tout un protocole donc qui doit à chaque fois donc être réévalué, être aussi expliqué aux agents de sécurité, etc. Parce qu'en fait donc le son comme la lumière doit s'ajuster donc s'il y a beaucoup de monde, s'il y a moins de monde, etc. Et ça prend donc encore un autre type d'expertise des metteurs en scène sonores, si je puis dire, des monteurs, pour pouvoir nous accompagner dans ce terrain qui est totalement différent. Oui, effectivement, je pense qu'il se développe aujourd'hui des métiers spécifiques autour de ça. On connaît le design sonore, mais appliqué à l'exposition, c'est encore quelque chose de différent, je pense. Mais c'est savoir comment ça apparaître, et on voit apparaître certaines personnes qui se spécialisent dans ce domaine. Alors, il y a un facteur économique aussi, évidemment, qui joue. Ce sont des dispositifs qui peuvent, dans certains cas, être coûteux. Tout ça fait partie, effectivement, d'une logique d'exposition qu'il faut prendre dans son ensemble. Et je dirais qu'il faut prendre aussi dès le début du projet. C'est-à-dire que ce n'est pas une dimension qu'on peut rajouter en cours de parcours. Là, juste un exemple aussi de Chagall. Cette grande projection circulaire que vous voyez au centre était un projet qui a été développé avec Google, justement, à partir des images numériques qu'ils avaient faites du plafond de l'Opéra de Paris, et à partir duquel ils ont eux-mêmes conçu une animation, c'est-à-dire une sorte de navigation dans cette image numérique, avec des zooms et des retours sur des images, sur une image plus globale, avec un contenu musical que nous avions conçu, avec l'aide d'un musicien d'ailleurs, Michael Roudy, qui accompagnait précisément les zones, parce que ce plafond a des références évidemment très précises à des opéras et des œuvres du répertoire. Donc là aussi, c'est intéressant de voir qu'en fait une œuvre ou un objet qui est plutôt destiné à la consommation entre guillemets numérique, à être diffusé sur le net et tout ça, donc tout le travail du Google Art Project, peut être réintégré dans un dispositif d'exposition. Voilà, dans cette sorte de va-et-vient, je pense, entre le musée numérique et le musée physique, et je pense que les deux sont importants. Dernier petit exemple, on dit que les musées deviennent plus théâtraux, qu'il y a une mise en scène de plus en plus importante ou nécessaire peut-être. Dans le cas de l'immersion, vous avez un exemple ici de l'expo qui a toujours lieu au V&A, consacré au Pink Floyd. Et vous terminez effectivement par une sorte de grand concert, ou en tout cas cette impression du concert a été restituée à l'aide d'un dispositif qui, lui, effectivement, est un dispositif lourd en termes de projection et de dispositif sonore. Et j'en perds ma voix. Voilà. Quelques dernières questions, avant de passer la parole à Juliette Raoul-Duval. Déjà, au niveau des publics, il y a eu des enquêtes de public concernant ces approches multisensorielles. En fait, pour un musée des Beaux-Arts, ce qui est intéressant, c'est que nous avons vu donc, le type de public très différent, un type de public très différent venir. Hein. C'est un petit peu le même phénomène pour les expositions de mode, par exemple, ou les expositions consacrées à la bande dessinée.
ou même donc, à d'autres médias. C'est parce que donc, il y a un public beaucoup plus jeune donc, qui ne viendrait pas habituellement donc, dans un musée. Donc finalement, c'est beaucoup plus intéressant, nous trouvons-nous, de pouvoir donc, ajouter donc, ce récit musical, cette trame sonore donc, qui renforce et qui n'est pas là comme un prétexte, hein, il faut que ce soit très clair, donc, mais qui renforce la lisibilité, donc la rencontre avec les œuvres. Des réactions ? Je suis assez admirative voilà, du travail que vous avez conduit. Il y a quelques expositions que j'avais eu le bonheur de voir à Montréal, pas à Paris malheureusement, mais à Montréal. Et c'est vrai que en vous écoutant, je me disais qu'un musée comme Confluence a aussi d'autres voies encore à explorer et qu'effectivement celle-ci reste encore ouverte. On a essayé quelques incursions sonores, mais pas un projet entièrement. Je trouve que c'est une piste vraiment intéressante et je pense que pour les musées Beaux-Arts, dans cette problématique d'un public peut-être allant vers une plus grande mixité, je pense effectivement ce que vous dites, ça ouvre d'autres portes. Ces petits pas de côté, comme disait Hélène tout à l'heure, sont importants et en tout cas bravo, vraiment. Oui, pour les musées de la ville de Paris, c'est vrai qu'on a un musée en particulier qui est très intéressé par cette approche vraiment totale, croisement des sens, des disciplines, c'est le Petit Palais, qui, Christophe est très mélomane et de manière générale, il aime les scénographies assez spectaculaires. Et lui aussi aurait, je pense, envie à l'avenir de développer ce type d'exposition un peu totale, comme on a pu les voir à Pompidou il y a quelques décennies, où on croisait vraiment toutes les disciplines autour d'une thématique, Paris-New York, Paris-Moscou, Paris, voilà, toutes ces... et donc ces approches-là, ces exemples que vous avez montrés, illustre bien le fait que ce sont des projets qui font sens dès le début. La musique ne vient pas, elle n'est pas plaquée après, elle fait sens dès le début. Et en tout cas, dans l'esprit aussi de ce que Christophe veut faire pour l'avenir, c'est des résonances entre artistes d'une même époque qui croisent toutes les disciplines. Voilà. Et je pense effectivement que ça peut aider aussi à élargir nos publics. En tout cas, ce sont des projets qui nous procurent du bien-être, qui nous procurent du plaisir et qui favorisent l'imaginaire. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle ? Ah, une réaction ? Oui, alors c'est toujours la même personne. Je vais être très prosaïque. Une exposition, on peut la ramener à un ratio prix au mètre carré. Si on ramène l'exposition musicale au prix au mètre carré, à moins de 800 € du mètre carré, on ne fait pas une exposition avec de la musique. La moyenne, et les gens qui sont dans la salle le savent, si vous faites des ratios des prix au mètre carré de vos expositions, vous êtes entre 100 et 300 € du mètre carré pour les petits musées, et vous êtes, quand vous arrivez à 400 ou 500 € du mètre carré dans une exposition moyenne, on est tout à fait dans dans le quotidien. Donc, la réalité de l'art total, c'est que ça coûte plus cher. Alors, c'est certain. Le bruit coûte cher, oui. Le musée de l'immigration, on travaille sur une exposition pour l'année prochaine. Je ne sais pas si elle est totale, mais enfin bref, sur comment ça s'appellera Paris-Londres, pardon, je pas forcément, enfin ça paraît très présomptueux comme ça, comme titre, qui va raconter la manière dont les deux anciennes capitales d'empire colonial se sont reconverties en capitales culturelles grâce aux expressions musicales de leurs immigrations postcoloniales. Voilà, ça y est, je l'ai dit, on peut respirer. Et évidemment, nous, on est un petit musée, donc on n'a pas beaucoup d'argent, et on est plutôt dans les ordres de prix au mètre carré que vous dites, hein, c'est-à-dire 400, 500,
parfois un petit peu plus, voilà. Et là, on monte un petit peu. Simplement, il y a quand même des dispositifs qui sont plus ou moins chers dans la manière de présenter la musique dans un espace muséal. Bon, il y avait le piano dans la salle de Beaux-Arts tout à l'heure. Nous, on va, pour cette exposition, construire un studio, voilà, qui sera un espace de performance et de live dans l'exposition. Du coup, on est dans de la scéno très très classique quand on fait ça. Et de la même manière que, alors évidemment, il y a les trucs très chics du V&A où on a le casque embarqué et puis à mesure qu'on se déplace. Alors voilà, après il y a parfois des solutions de mécénat, mais enfin ça dépend de la quantité de public qui vient, le mécénat, celui-là en particulier. Et donc ça c'est très chic et très cher. Mais en revanche il y a d'autres systèmes moins coûteux qui peuvent quand même permettre d'amener la musique dans l'espace d'exposition de manière événementielle ou permanente. Si je peux compléter, c'est sûr que ce qui coûte cher finalement, ce sont les dispositifs de diffusion, haut-parleurs, etc. et les conséquences qu'ils ont sur la scénographie, parce qu'on doit pouvoir isoler les pièces, etc. Donc c'est vrai que c'est là que se situent les coûts. Je pense, et sans faire une confiance béate à l'avenir de la technologie, mais je pense quand même que on peut se dire que des systèmes personnels sur les propres appareils du public, leur téléphone, etc., sont des systèmes qui vont devenir quand même de plus en plus utilisables, des applis que les gens peuvent télécharger avec des contenus sonores. Alors, il y a évidemment aussi une question de droit, ça c'est également une question à traiter et qui peut être très différente en fonction des types de musique ou des types de supports, justement. Si c'est une appli téléchargée, les gens, ça veut dire qu'ils ont embarqué la musique. Voilà. Mais il y a peut-être là aussi des liens à faire avec je dirais des diffuseurs type Spotify ou d'autres. Je pense qu'il y a des solutions qui existent pour rendre ce coût moins élevé. Alors, j'étais dans le positif et j'étais dans l'idée de l'art total avec les artistes associés. Et donc avoir l'humain qui revient et justement avoir quelqu'un derrière le piano. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des coûts et des coûts de production quand il s'agit de faire de la musique contemporaine parce que les compositeurs, ils vont chez l'épicier comme tout le monde. Et c'est là où on a des vrais soucis. C'est vrai que si on prend des musiques dans le domaine public et qu'on peut tout à fait arriver à faire des choses, et c'est déjà formidable de le faire. Je parlais beaucoup plus de l'idée justement de l'art total et pas on va dire d'un récit sonore juste plaqué sur une exposition. Il y a plus d'intervenants. Pour des raisons pratiques, donc on fait et donc nous invitons des artistes lors de promenades musicales, donc que ce soit au musée de la musique ou dans d'autres musées, cela se fait et c'est toujours le lieu donc d'un moment, puisqu'en fait un concert donc autour d'un musicien, d'un pianiste ou d'un flûtiste va donc être une rencontre, alors qu'une exposition donc s'étale sur le temps long. Et donc, mais on peut combiner les deux, et quand même. Il y a des possibilités en travaillant avec des conservatoires, notamment avec des musiciens, conservatoires qui sont, ce sont des très belles solutions également. Dernière question. Bon, je crois que nous avons dépassé largement 17h30. En tout cas, merci vivement aux 6 intervenants qui m'ont accompagné.